pour la région Languedoc-Roussillon, Occitanie. C'est la pierre tombale de Narbonne qui est au musée des Archevêques, qui désigne l'inhumation précipitée de trois défunts. C'est un texte en latin, à épigraphie latine, qui se termine par trois mots hébreux, Shalom à l'Israël. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Alors, nous allons parler maintenant d'un judaïsme un peu méconnu. On va parler des Juifs d'Occitanie. Et pour en parler, nous allons être en ligne, ou en Zoom plus exactement, avec Roger Torgman. Roger, bonjour. Bonjour, bonjour. Et avec Michael Iansua. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom de famille, Michael? Yankou. Très bien, merci beaucoup d'être avec nous. Et vous êtes avec nous depuis Montpellier. Effectivement. Alors, juste un mot avant de commencer un peu de parler de ce judaïsme et du projet que vous avez mis en place concernant donc ce judaïsme d'Occitanie. Situez-nous l'Occitanie géographiquement pour ceux qui ont oublié la carte de France. Effectivement, c'est une région qui se trouve entre la région de Bordeaux et la Côte d'Azur. D'accord. Elle résulte de la fusion de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon. C'est une partie de l'arc méditerranéen de Marseille, de Perpignan à Nîmes. Alors Roger Torgman, quelle était la genèse de ce projet ? Alors, la genèse de ce projet, comme très souvent, résulte d'une rencontre avec l'ex-rédacteur en chef de Midi Libre, que je connaissais donc de par mes anciennes fonctions. Et au cours de cet échange, donc Philippe Palat, c'était son nom, me fait part d'une évolution de ses fonctions et du fait que maintenant, il était en charge du pôle magazine et donc de l'édition des hors-séries. Il rajoute que récemment, Midi Libre en avait consacré un au peintre Soulages. Voilà. Et de là est née tout de suite l'idée de me dire, mais alors on pourrait tout à fait consacrer un hors-série à l'histoire très riche des Juifs d'Occitanie. Alors, il faut signaler voilà. Que vous êtes président du consistoire israélite de Montpellier ou de la région. Vice-président. Alors, et vous aviez des objectifs en tête lorsque vous avez lancé ce projet ? Alors effectivement, assez rapidement, il y a trois objectifs qui se sont dessinés dans mon esprit. 2 objectifs de transmission et un objectif de contribution à la lutte contre l'antisémitisme. Les 2 objectifs de transmission, c'était un objectif de transmission immédiate, c'est-à-dire vulgariser, faire connaître au plus grand nombre cette histoire très riche, plus que millénaire. Et deuxièmement, également de transmission intergénérationnelle, parce que je me disais, cet ouvrage qui aura un caractère historique, qui n'est pas lié à l'actualité, je caressais l'espoir qu'il puisse être conservé par les acquéreurs et découvert par des générations futures. Mmh. Voilà, ça, c'était les objectifs de transmission. Quant à l'objectif de contribution à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, bon, vous connaissez malheureusement la situation en France, plus généralement en Europe. Donc, on est toujours confronté à des problèmes d'antisémitisme. Et face à l'antisémitisme, il y a plusieurs types de réponses. Il y a des réponses, bien évidemment, de court terme, immédiates, de combat, de condamnation des actes antisémites. Mais il y a également un travail de long terme sur l'éveil des consciences. Et dans cet axe-là, je me suis dit, voilà, cet ouvrage, par la connaissance qu'il va apporter au plus grand nombre, peut apporter sa contribution modeste à cette lutte contre l'antisémitisme. Alors, Michael, on va parler peut-être avec vous un peu plus de l'histoire, justement, de ces Juifs d'Occitanie. Et d'abord, la question qu'on se pose, c'est à quand remonte la présence juive en Occitanie ? Alors, si l'on sait qu'il n'y a pas de France sans Juifs, avec la découverte dans les années 60 au plan d'Orgon dans le comté avenaisin, d'une lampe à huile qui démontre une présence effective dans l'ère hexagonale dès le 1er siècle de notre ère, pour la région Languedoc-Roussillon, Occitanie, c'est la pierre tombale de Narbonne qui est au musée des Archevêques, qui désigne l'inhumation précipitée de trois défunts. C'est un texte en latin, à épigraphie latine, qui se termine par trois mots hébreux, Shalom à l'Israël, paix sur Israël, paix sur le peuple juif. C'est la plus ancienne pierre tombale retrouvée hébraïque en France, ce qui montre
une implantation très haut dans le temps dans notre région. De Et quelle date, Charlemagne, excusez-moi, de quelle en date? personne, atteste d'une royauté juive à Narbonne. De quelle date? J'ai pas suivi, je vous ai pas... Le 7e siècle, les 7e années siècle. 600. D'accord, d'accord. Donc, depuis le 7e siècle, on voit une présence juive dans cette région. Quels sont les lieux emblématiques de la présence juive et du judaïsme dans cette région d'Occitanie? Alors, il y a une arrivée, effectivement, au 7e siècle, on a des traces. Il y a une implantation dès l'époque gallo-romaine. Au début du 12e siècle, les Juifs vont fuir les persécutions almohades et vont se réfugier en Languedoc-Roussillon. Pour ce qui est des vestiges patrimoniaux Ouais. importants, nous avons le mikvé de Montpellier, qui est l'un des plus anciens mikvaot retrouvés, qui est daté des 12e, 13e siècles. Qu'on peut encore visiter aujourd'hui? Pardon? On peut encore le visiter aujourd'hui? Naturellement, c'est un bijou de la Romance, c'est l'un des 2 plus anciens monuments religieux de la ville. D'accord. Et c'est l'un des monuments les plus visités à Montpellier lors des Journées du patrimoine. C'est l'Office du tourisme qui le fait visiter effectivement. Nous avons aussi un Marzor qui a été acquis par la municipalité en 2008, qui témoigne de l'importance de la collectivité hébraïque d'un point de vue scientifique. Nous avons effectivement donc la pierre tombale de Narbonne, une pierre effectivement aussi importante dans le cloître de la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers, et un petit peu partout ailleurs dans la région. Roger, quelle est l'originalité de ce projet? Alors, l'originalité de ce projet, il repose sur le fait que c'est un partenariat inédit entre un consistoire israélite régional, en l'occurrence celui de Montpellier, et un grand quotidien régional, Midi Libre. Effectivement, à notre connaissance, c'est la première fois que Midi Libre produit, je dirais, coproduit, je dirais, un tel hors-série. Et c'est en ce sens que voilà, ce projet est tout à fait inédit, tout à fait original. Mickaël, je voudrais que vous nous parliez des rapports un peu entre ces communautés juives et le reste de la population d'Occitanie. Quels sont ces rapports? Est-ce ils ont été des rapports amicaux dans l'ensemble? Oui, en tout cas au niveau des élites. Montpellier, par exemple, a été une terre de tolérance, une ville de tolérance, sûrement grâce à l'édit de Guillaume VIII de 1180 qui stipulait quiconque d'où qu'il vienne puisse enseigner la physique, la médecine à Montpellier. Donc il y a une interpénétration culturelle et religieuse entre frères aînés monothéistes. D'ailleurs, le mikvé a été réalisé par des architectes chrétiens à la demande de la communauté juive, ce qui montre une porosité effectivement dans les 2 branches monothéistes. Nous avons des quartiers juifs, mais ce ne sont pas des quartiers clos. C'est un terme impropre, on n'emploie pas le terme de ghetto en France médiévale, puisqu'il apparaît au XVIe à Venise. Et donc, on a véritablement, effectivement, des rapports plus ou moins cordiaux, une proximité au niveau des élites, puisqu'il y aura des mouvements de traduction de l'arabe et de l'hébreu vers le latin par le truchement de la langue vernaculaire, à savoir l'occitan, mais tout de même, pas de lecture apologétique des faits. Les Juifs ne peuvent pas être propriétaires, à quelques exceptions près, ne peuvent pas cultiver la terre, ils portent des signes distinctifs dans le vêtement. Et donc, cela s'est mieux passé qu'ailleurs, vraisemblablement, et c'est pour ça qu'il y a eu une importante entreprise de traduction et aussi un rôle important joué par les Juifs en matière de médecine, mais plus pour près de autant nous, pas d'histoire apologétique. Et plus près de nous, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, et quels ont été les rapports? Est-ce qu'on trouve des justes parmi les nations en Occitanie? Effectivement, il y a quelques exemples qui sont troublants et qui, sans aller jusqu'à dire que ça s'est mieux passé qu'ailleurs, nous montrent l'humanité finalement des Occitans, peut-être la position aussi géographique de Montpellier, l'ensoleillement, bref. En tout cas, pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, des faits. Nous avons l'échec partiel de la rafle des Juifs de l'Hérault du 26 août 1942, où sur 1010 Juifs qui devaient être raflés d'après une information transmise à la préfecture, uniquement 419 l'ont été. Humanité de gendarmes et policiers français qui se sont rappelés effectivement à leur humanité. Nombre important, vous le disiez, de justes parmi les nations, de Rassidé Yomot Haolam, tant en Midi-Pyrénées, la partie ouest de l'Occitanie, qu'en Languedoc-Roussillon, la partie est. Nous avons aussi des manifestations d'altruisme et de protection de gens d'église, tant du monde catholique que protestant. Donc, effectivement, c'est assez encourageant.
Alors Roger, ce numéro spécial hors série est donc déjà sorti. Quelles sont les premières réactions? Alors, plusieurs éléments du bilan, je dirais. Donc, les réactions d'abord ont été extrêmement enthousiastes. Les premiers lecteurs l'ont trouvé extrêmement bien documenté, très richement illustré. Donc, voilà, donc un retour extrêmement positif. Deuxième point que je voudrais souligner extrêmement important, c'est que dans cette campagne, je dirais, de promotion de ce hors-série, nous avons fait en sorte d'associer les collectivités territoriales de la région et pas moins de 22 d'entre elles ont soutenu le projet, notamment par des commandes d'exemplaires en nombre. Et ainsi, il y a 4000 exemplaires qui ont été achetés par des collectivités territoriales. Et ce point est d'autant plus important qu'il va être, ce hors-série, entre autres, diffusé dans les populations des lycées et des collèges, ce qui, effectivement, est une cible prioritaire par rapport à l'objectif de lutte contre l'antisémitisme que j'évoquais. Alors, pour terminer, Roger, si on veut se procurer ce numéro hors série, comment faut-il faire? Alors, effectivement, pour répondre à cette question, donc, nous avons mis en place sur le site web du consistoire de Montpellier, donc, qui s'appelle montpellier.consistoire.org, une application de vente en ligne qui permettra aux différents lecteurs qui souhaitent l'acquérir de le commander en ligne. Donc, on est en train de faire l'adaptation pour pouvoir le faire parvenir à nos lecteurs d'Eretz Israël. Donc, d'ici quelques jours, cette adaptation sera disponible et donc tous vos lecteurs pourront effectivement le commander. Et donc, en 3 jours, il sera remis à destination au prix de 18 €, frais d'envoi inclus. Très bien. Pour connaître donc cette histoire méconnue des Juifs d'Occitanie, en tout cas, merci de nous en avoir parlé ce matin, Michael Yansu et Roger Torgman. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualita. Merci. Et merci à vous. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.